Bonjour tout le monde. Je m'appelle Danny Burke, je suis médecin aux soins intensifs et en médecine interne générale à l'hôpital Charlemagne. Aujourd'hui, on va jaser d'une des modalités les plus intéressantes de l'échographie au chevet, puis une de mes préférées, qui est l'échographie pulmonaire. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous pouvez être en train de vous demander pourquoi est-ce qu'on se mettrait à faire de l'échographie pulmonaire chez nos patients. Euh, Parce que c'est utile. Donc, lorsqu'on compare, surtout chez les patients malades, en termes de sensibilité et spécificité, l'échographie pulmonaire dépasse de loin la radiographie pulmonaire simple. Et plus vos patients sont malades, moins ils sont faciles à mobiliser, ça devient de plus en plus vrai. Euh, Ça a une performance en termes de sensibilité et spécificité qui se rapproche du CT scan, peut-être un peu moins dépendamment de la pathologie. Mais on s'entendra que c'est beaucoup plus accessible et beaucoup plus rapide à obtenir qu'un CT scan. Chez vos patients, entre autres aux soins intensifs, qui sont malades, qui peuvent avoir besoin d'un diagnostic rapide, ça évite d'avoir à mobiliser vos patients. Et comme on disait, c'est une modalité qui est assez expéditive à faire. Pour un examen ciblé, on parle de 3 minutes pour les deux plages pulmonaires. Pour un examen beaucoup plus en détail, on parle de 8 minutes. Fait quand même quelque chose qui est très utile et qui n'utilise pas beaucoup de votre temps et qui donne les bons soins aux patients au bon moment. Donc, pourquoi est-ce que anciennement on ne parlait pas plus d'échographie pulmonaire? Le problème avec le poumon, c'est que le poumon est plein d'air. Et vu que l'air a une densité qui est très différente des tissus environnants, les ultrasons vont être tous réfléchis et on pourra pas voir profondément aux premières interfaces entre les tissus et l'air. Pendant longtemps, ça nous a empêché d'utiliser l'échographie pulmonaire de façon plus mainstream en médecine. Cela étant dit, il y a des façons de contourner ça. Donc, premièrement, si le poumon du patient est fortement anormal, comme vous pouvez le voir avec ce patient-ci qui a une consolidation très importante, probablement pneumonique, tout à coup, le poumon il devient désaéré et le tissu va se comporter comme n'importe quel autre organe solide et on va être capable de l'imager de façon comme on image un foie, un rein, etc. Voici un bel exemple de justement un poumon qu'on va parfois dire hépatisé parce que ça ressemble à un organe solide qu'on aime bien qui est le foie. Assez facile à imager lorsque malade, merci. Donc, qu'est-ce qu'il y en est quand le poumon reste aéré? Ce qui va se passer, c'est que ça va produire des artefacts. Puis on va pouvoir utiliser ces artefacts-là pour savoir ce qui se passe au niveau du poumon. Premièrement, il faut savoir c'est quoi un artefact en imagerie médicale avec les ultrasons. C'est ça qui se passe lorsque les principes de base de l'échographie ne sont pas respectés. C'est quoi les principes de base? Premièrement, l'appareil va prendre pour acquis que le faisceau écho va aller se rendre à une structure, va être réfléchi directement de la structure et revenir vers la sonde pour par la suite être interprété par l'ordinateur dans la machine d'échographie. Elle va présumer que ce parcours-là se fait en ligne droite et elle va présumer que le faisceau il est mince. C'est pour ça qu'il nous permet de voir des structures en 3 dimensions sur une image 2D, si on veut. Les artefacts vont survenir lorsqu'il y a quelque chose dans ces deux présomptions-là qui ne sont pas vraies. Généralement, comme quand vous êtes en train d'essayer de faire de l'échographie cardiaque, les artefacts vont rendre votre interprétation problématique, mais en échographie pulmonaire, si on connaît un peu la genèse de ces artefacts, ça va nous permettre de justement pouvoir diagnostiquer des pathologies chez nos patients. Donc, pour mieux comprendre les artefacts et l'échographie pulmonaire, on va discuter un peu de comment différents organes, différents tissus interagissent avec les ultrasons. Donc, généralement, quand on essaie de faire l'imagerie médicale, on va essayer de regarder surtout des organes solides. Donc, ce qui va se passer, c'est que le faisceau écho va quitter la sonde d'écho, va aller frapper un organe solide. Il y a une partie des ultrasons qui vont être réfléchis, donc une petite partie, et dépendamment de la force de la réflexion, ça va nous dire à quel point le pixel va être blanc et le temps de transmission va nous permettre de savoir c'est quoi la profondeur de la structure qui est imagée. Avec les organes solides, il y a une bonne partie des échos qui vont juste passer à travers l'organe et c'est ça qui va nous permettre de voir les tissus plus profonds que l'organe qui est imagé. Lorsqu'on parle des structures liquides, ce qui va se produire, c'est encore une fois
la sonde d'échographie va générer des ultrasons. Ça va rencontrer le liquide. Parce que c'est une structure liquide, il y a très peu des ultrasons qui vont être réfléchis. Ça va faire en sorte que les pixels vont rester noirs sur l'écran et on va être capable de très facilement voir les structures plus profondes. C'est pour ça que quand ils vont faire de l'échographie abdominale, souvent ils vont vouloir que les gens aient la vessie remplie pour utiliser justement ce milieu liquide pour imager les structures profondes. Maintenant, les ennemis classiques de l'ultrason, les os et l'air, se comportent de la même façon lorsqu'on parle de l'échographie médicale, parce qu'ils ont des densités qui sont très, très différentes des tissus environnants. Donc, pour les os, on parle d'une densité qui est beaucoup, beaucoup plus élevée, et pour l'air, on parle d'une densité qui est beaucoup, beaucoup moindre. Cela étant dit, ils se comportent de la même façon parce que c'est la différence qui est importante. Donc, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, notre sonde émet des ultrasons qui vont aller rencontrer soit notre os, soit notre tissu aérien. Les échographies vont être fortement réfléchies et c'est pour cette raison-là qu'on n'est pas capable de voir les structures profondes ou qui sont plus profondes que l'os ou l'air. Et il va y avoir une réflexion très forte qui va revenir vers notre sonde d'échographie et on va avoir une belle ligne blanche, très très blanche, qui va apparaître sur notre écran. La réflexion peut être tellement forte qu'il va avoir une deuxième réflexion, fait que notre premier faisceau écho va rebondir sur la sonde, retourner sur soit notre os, soit notre tissu aérien, retourner une deuxième fois vers la sonde, et on va avoir une deuxième ligne blanche qui va se produire. Cette deuxième ligne blanche-là vient justement de la deuxième réflexion, et vu que le trajet des ultrasons s'est fait 2 fois, la machine d'écho, elle se dit, OK, ben ça a pris 2 fois plus de temps pour que les échos y reviennent, donc la structure doit être 2 fois plus profonde. Et c'est pour ça qu'on va avoir la même distance entre la peau et la première réflexion qu'entre la première réflexion et la deuxième réflexion. Ce type de réflexion s'appelle des artefacts de réverbération et ça va être très important en échographie pulmonaire, comme vous allez le voir sous peu. Donc, l'échographie pulmonaire, ça peut sembler compliqué, mais honnêtement, ça ne l'est pas tant. Il y a 5 gros profils qu'on peut voir en échographie pulmonaire. Donc, premièrement, les lignes A que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui vont avoir soit un glissement ou non de la plèvre. Les lignes A, c'est l'artefact qu'on voit lorsque, plus profondément à la plèvre, il y a de l'air. Fait que soit un poumon aéré ou, dans certains cas, vous voyez peut-être venir un pneumothorax. Sinon, prochain, ligne B, des consolidations et finalement des épanchements pleuraux. Donc, juste pour vous donner un petit avant-goût, des lignes A, des lignes B, une consolidation ou une hépatisation pour ceux qui préfèrent ce terme-là, et épanchement pleural. Probablement des choses que vous avez déjà vues au moins un petit peu dans votre parcours en médecine. Donc, allons-y. Il va y avoir, comme en auscultation, des points de dépistage. Il n'y a pas de règlement vraiment en tant que tel qu'il faut suivre, mais souvent l'examen ou le protocole d'examen qui est le plus cité est le protocole Blue, qui a été fait par le père de l'échographie pulmonaire, Daniel Lichtenstein, et qui va comporter 4 points. 2 points qui vont être en antérieur, fait qu'un premier en mi-claviculaire, à peu près au 3e espace intercostal. Un deuxième qui va être sur la ligne axillaire antérieure à la hauteur du mamelon, à peu près 5e, 6e espace intercostal. Et il va avoir ces ondes-là, ben, soit du côté gauche ou du côté droit du patient. Sur les plages antérieures, c'est là qu'on va faire nos diagnostics de surtout syndrome interstitiel, pneumothorax, etc. Par la suite, 2 autres points en postérieur. Donc, un premier qui va être sur la ligne axillaire moyenne et qui va être à l'angle costo-diaphragmatique. Fait qu'on descend jusqu'à temps qu'on voit l'interface entre le diaphragme, un organe solide en dessous du diaphragme, fait que soit le foie, soit la rate, dépendant du côté qu'on est. Et finalement, un dernier point sur la ligne axillaire postérieure, encore au 5e, 6e espace intercostal. Un principe important en échographie pulmonaire, c'est que peu importe on est où sur le thorax, on va vouloir être à 90 degrés avec la plèvre pour bien imager nos poumons. Et pour nos points, surtout nos points postérieurs à gauche, vu que la rate
est plus postérieure que le foie, des fois, il faut ajuster la position de ces deux points-là un peu plus postérieurement. Donc, comment on se prépare? Comment est-ce qu'on va positionner le patient? Le patient, il peut être soit couché, soit assis, soit semi-assis. C'est pas très important. Si votre patient est capable de lever les bras, ça va augmenter la grosseur des espaces intercostaux et vous donner des plus grandes fenêtres acoustiques. Sinon, ben, on est capable de s'ajuster. Souvent, on va parler de quel type de sonde va être la meilleure pour imager le poumon. Puis, il n'y a pas de bonne réponse, ça va dépendre de ce que vous cherchez. Fait que les sondes linéaires ou les sondes vasculaires, ou autrement dit à haute fréquence, nous offrent la meilleure résolution. Fait qu'on est capable de très bien voir, surtout la plèvre, avec une excellente résolution. Le problème, c'est qu'on n'est pas capable de voir les structures quand ça devient plus profond, parce que les ultrasons à haute fréquence sont rapidement absorbés dans les tissus. Donc, si vous voulez voir des structures profondes comme des épanchements, comme des consolidations, vous allez avoir besoin d'utiliser soit une sonde sectorielle, comme la sonde cardiaque, qui est pratique parce qu'elle a une petite empreinte. On est capable de voir facilement entre les côtes, mais elle a une moins bonne résolution que notre dernière sonde, qui est la sonde curvilinéaire ou la sonde abdominale, qui a une grosse empreinte. Le problème avec ça, c'est que ça va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup d'ombre à cause des côtes, mais ça va bien nous permettre de voir autant les structures superficielles que profondes. Là, entre la sonde sectorielle et la sonde curvilinéaire, honnêtement, c'est une histoire de préférence pour la majorité des cas. Donc, en échographie pulmonaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer notre sonde ici. On va faire une coupe, dépendamment de l'angle où on est, soit sagittale ou coronale, avec le marqueur de la sonde vers le haut. On va imager dans un espace intercostal, fait que vous devriez avoir des côtes en haut et en dessous de notre image. Et ça devrait vous donner une image qui ressemble à ça. Donc, on voit ici, on a une côte avec un ombre acoustique, une autre côte avec une ombre acoustique. Et on voit les petites lignes blanches ici qui nous témoignent qu'il y a de l'os avec une bonne réflexion. Et ici, entre les côtes, la première ligne blanche en dessous des côtes va être la ligne pleurale. Il y a du monde qui trouve que ça ressemble à une chauve-souris. Et on peut même appeler ça le signe de la chauve-souris si vous voulez, avec les ailes étant les côtes et le dos de la chauve-souris étant la plèvre. Il est super important de bien définir quelle ligne blanche est quoi ou les bordures qu'on s'attend, parce que vu qu'on parle d'interpréter des artefacts, ça peut être facile de faire des erreurs et de penser justement que la plèvre c'est une côte, la côte c'est une plèvre, etc. Fait que pour éviter ce piège-là, c'est un concept qui va toujours revenir en échographie pulmonaire, c'est important de bien définir les bordures de notre image. Fait on a parlé de l'importance des artefacts de réverbération en échographie pulmonaire. Ici, on a notre sonde, on a des tissus mous sous-cutanés avec un beau muscle ici, et on voit une grande ligne blanche ici, très très claire. On voit une deuxième ligne blanche en dessous de cette première ligne blanche, à la même distance de la première ligne blanche que la première ligne blanche était de la sonde. Et ça, c'est, comme on l'a dit, parce qu'il y a des ultrasons qui sont réfléchis non pas une fois, mais deux fois, et qui vont générer notre premier artefact qui s'appelle la ligne A. On peut avoir des lignes A, pas juste après une réflexion double, mais aussi après une réflexion triple, même quadruple. Comme vous pouvez le voir, les lignes blanches vont se répéter, puis pourraient se répéter même jusqu'à l'infini. Donc, c'est notre premier artefact, c'est les lignes A. Et ça, de quoi ça témoigne, c'est que en dessous de la plèvre, on a de l'air. Fait que soit un poumon normal ou dans certains cas, ça pourrait être de l'air dans l'espace pleural, donc un pneumothorax. Ici, on voit qu'on voit la plèvre, mais on ne voit pas de ligne A. Oh, ici, les lignes A apparaissent. Qu'est-ce qui s'est passé pour faire apparaître les lignes A? C'est qu'on a changé l'angulation de la sonde pour frapper la plèvre à 90 degrés. Fait que pour bien voir les artefacts en échographie pulmonaire, comme on l'a dit plus tôt, c'est important d'avoir un angle d'insonisation de 90 degrés entre votre sonde et la plèvre. Quand vous n'êtes pas sûr de ce que vous voyez, ajustez votre angle et les choses devraient devenir claires.
comme on le mentionnait, les lignes A vont être à la même distance l'une de l'autre que la plèvre est de la peau de la sonde, parce que justement, ça va être le temps que ça prend pour que les échos réfléchis reviennent sont tout le temps un multiple de la première réflexion entre la sonde et la plèvre. Donc ici, on voit quelque chose qui ressemble à des lignes A. On a une ligne blanche très claire avec d'autres lignes blanches plus profondes qui ont la même distance entre elles que la première ligne blanche A avec la peau. Ça bouge pas, ça a l'air bizarre. Finalement, ce que c'est des pseudo-lignes A qui sont secondaires à une insonorisation de la côte. Fait que comme on disait, l'os et l'air se comportent de la même façon. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir bien cadrer notre image, de savoir, ben, est-ce que ce qu'on regarde, c'est une côte ou une plèvre. Ici, on s'est tassé juste un peu, fait qu'on voit la côte avec les pseudo-lignes A. Puis la première ligne blanche, plus profonde à la côte, et notre plèvre, puis on peut voir un beau glissement pleural ici. Donc, on va parler de glissement pleural. C'est quoi le glissement pleural? Bien, vous voyez ici qu'il y a comme un genre de mouvement en fourmillement qui se passe au niveau de la plèvre. Et la raison qu'on a ce mouvement, c'est que lorsque les poumons vont être en inspiration et en expiration, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un frottement entre la plèvre pariétale et la plèvre viscérale qui vont vraiment aller se frotter l'une sur l'autre lorsque les deux plèvres sont apposées. Et c'est ça qui va générer l'image du glissement pleural. En inspiration, en expiration, on voit qu'il y a un frottement, puis c'est ce frottement-là qui nous donne une espèce d'image de vie, de quelque chose qui bouge normalement au niveau de la plèvre. Ce que ça nous témoigne, c'est que non seulement le poumon est aéré, parce qu'on a notre ligne A qui est ici, mais vu qu'on a un glissement pleural, ça témoigne que les deux plèvres sont apposées, et ça, c'est synonyme d'un poumon qui est aéré et normal. Quelque chose qui ressemble au glissement pleural, mais qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est le pouls pulmonaire ou le pouls pleural. C'est encore un mouvement de friction entre les deux plèvres, mais ici, au lieu d'être généré par la ventilation des poumons, c'est juste les oscillations cardiaques qui vont créer ce mouvement-là, qui signifie encore une fois que les deux plèvres sont apposées. Cependant, même s'il n'y a pas de ventilation, on est capable de voir le pouls pleural. Ici, on voit une côte ici, notre première ligne blanche en dessous des côtes qui est la plèvre, mais on n'a pas notre beau mouvement de frottement ou de glissement, de fourmillement qu'on pourrait s'attendre d'avoir au niveau de la plèvre. Ça témoigne d'une absence de glissement pleural. Souvent, les gens vont penser que dans le bon contexte, ça peut signifier un pneumothorax, et c'est vrai. Cela étant dit, ce n'est pas diagnostic en soi d'un pneumothorax, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous donner une absence de glissement pleural. Donc, premièrement, comme vous l'avez deviné, si les deux plèvres ne se touchent pas, ben, il peut y avoir un pneumothorax. Cependant, si les deux plèvres sont fusionnées, soit parce qu'il y a une pleurodèse chimique, radique, dans un contexte inflammatoire, à cause d'une pneumonie, ben, s'ils sont fusionnés ensemble, ils ne pourront pas glisser l'une sur l'autre et on n'aura pas de glissement pleural. Évidemment, si votre patient a une pneumonectomie. Et si la ventilation est diminuée, soit parce que le poumon est atelectatique, il y a une intubation endobronchique, puis il y a juste un des poumons qui se fait ventiler, il y a un plug muqueux, l'air bouge juste pas parce que votre patient est en crise d'asthme très sévère, toutes ces choses-là peuvent faire en sorte qu'il y aura peu ou pas de glissement pleural. Donc, c'est important justement d'avoir ce diagnostic différentiel-là en tête lorsque vous voyez une absence de glissement pleural. Donc, ici, on peut voir une zone de contraste où il y a une absence de glissement pleural, puis ici, une présence de glissement pleural, puis on dirait que l'interface entre les deux est juste ici, profondément à une côte. Ça nous laisse deviner que quelque chose s'en vient, qui est ceci. Donc, on voit qu'en alternance, il y a une absence de glissement pleural et, maintenant, il y a un glissement pleural. Lorsqu'on voit à un même point
une alternance de présence et d'absence de glissement pleural, ça s'appelle le point pulmonaire. Puis, c'est quoi le point pulmonaire? C'est que, ici, lorsqu'on va insonoriser une zone où il y a une non-apposition entre les deux plèvres, ça va nous montrer une absence de glissement pleural. Lorsque le poumon se gonfle, la plèvre viscérale devient collée sur la plèvre pariétale et ils peuvent se frotter ensemble pour générer notre glissement pleural. Et après ça, avec la ventilation, ben, le poumon il se redégonfle et on revoit notre absence de glissement pleural. En mode M, une absence de glissement pleural va se témoigner comme si par plein de lignes droites statiques. Pour ceux de vous qui aiment acheter des choses à l'épicerie, ça ressemble à un code à bord et donc le monde va appeler ça un signe du code à bord. Et ça témoigne d'une absence de glissement pleural, mais en mode M. Ici, contrairement, on voit qu'il y a notre espèce de code barre ici dans les tissus mous, mais lorsqu'on se rend à la plèvre, on voit que ça a l'air beaucoup plus granulaire parce que justement, il y a cette espèce de mouvement de fourmillement-là. Les gens en anglais, on va appeler ça le Sandy Shore Sign ou on peut traduire ça au signe de la plage. Lorsqu'on voit un même point, donc témoigné ici par notre ligne de notre mode M, d'une absence de glissement pleural, donc signe du code barre, et de présence de glissement pleural, donc signe de la plage, c'est la démonstration en mode M d'un point pulmonaire, et ça, c'est diagnostic d'un pneumothorax. Donc, on voit ici un exemple d'un patient avec un emphysème bulleux très sévère qui peut nous démontrer une absence de glissement pleural sans qu'il y ait présence de pneumothorax. Il y a parfois des pneumothorax qui intéressent l'entièreté du poumon ou qu'il n'y aura pas une place où la plèvre viscérale et la plèvre pariétale sont en contact. Donc, dans ces pneumothorax-là, on va avoir une absence de point poumon et vous allez avoir besoin d'utiliser le contexte clinique et l'absence de glissement pleural pour faire votre diagnostic. Cela étant dit, avec un pneumothorax comme on voit ici, sous tension, généralement, vous allez avoir d'autres indices qui vont vous permettre de faire le diagnostic à part le point poumon. Il y a certaines places comme ici où on voit que, il y a une côte, il y a un glissement pleural. On dirait qu'on perd le glissement pleural, mais il y a quand même un mouvement ici qui se produit en dessous. On peut voir ça à la zone de jonction entre la plèvre et ici, c'est le péricarde. Donc, il y a quelques zones comme ça qu'on peut avoir des pseudo-points poumons. La façon de distinguer, c'est que vous allez quand même être capable de voir du mouvement plus profond à la zone où vous allez trouver la plèvre. Ça nous amène à notre prochain type d'artefact que certains d'entre vous vont reconnaître ici, qui sont les lignes B, ou parfois appelées les queues de comète, qui sont un autre type d'artefact de réverbération. Donc, qu'est-ce qui génère les lignes B? C'est lorsqu'on va avoir de la maladie dans l'interstice pulmonaire, plus particulièrement dans les septa interlobulaires. On peut zoomer. Allons-y. Et encore, cette maladie-là peut être plus fréquemment du liquide, comme dans un œdème pulmonaire, mais ça peut également être la maladie infectieuse, ça peut être inflammatoire, ça peut être plein de maladies qui peuvent toucher l'interstice pulmonaire. Puis pourquoi ces maladies-là vont générer des lignes B? C'est que, comme quand on parlait des lignes A, il va y avoir un artefact de réverbération qui va se produire, mais ça va se produire au sein même de la maladie dans les septa interlobulaires. Et vu que chaque petite réflexion d'extra prend un peu plus de temps pour revenir à la sonde, ben, chacun va générer un pixel qui va être un peu plus profond que le prochain. Et vu que la grosseur de ces pixels va être en dessous de la résolution de l'appareil d'échographie, il va toutes les mettre en séquence et ça va apparaître comme un faisceau de lumière ou un rayon laser ou juste une ligne blanche. Donc, on peut les voir encore ici.
Qu'est-ce qui va définir une ligne B? Vu que c'est une maladie qui se produit dans les septants interlobulaires qu'on est capable de voir, les lignes B vont commencer à la plèvre et ils vont bouger avec la plèvre. Et comme on a dit, c'est un artefact de réverbération qui va être vertical. Donc, par définition, ils vont avoir besoin d'être perpendiculaires à la plèvre. Ils peuvent se rendre jusqu'au champ profond. Ça peut théoriquement continuer jusqu'à l'éternité, mais la grosseur de l'écran, quand même, c'est limite. Ça va être des artefacts qui vont être hyper écogènes, donc blancs, puis ça va être quelque chose qui va être bien défini. Une autre chose, c'est que les lignes B témoignent qu'on est capable de voir à travers la plèvre jusqu'au septa interlobulaire. Donc, pour pouvoir voir ça, ça veut dire forcément que nos deux plèvres sont accolées. Donc, encore une fois, la présence d'une ligne B à un endroit va exclure la présence d'un pneumothorax à ce même endroit. La présence de ligne B en quantité significative, généralement définie comme au moins 3 lignes B dans une zone pulmonaire ou dans un espace intercostal, va suggérer la présence de ce qu'on appelle un syndrome interstitiel, vu que ça témoigne de la présence de maladies interstitielles. Et après ça, avec le contexte clinique, la distribution des lignes B, est-ce que c'est symétrique, est-ce que ça suit la gravité, et les caractéristiques de ces lignes B vont nous permettre de diagnostiquer les différents syndromes interstitiels et de les séparer les uns contre les autres. Donc ici, on voit des lignes B avec une plèvre qui est quand même très régulière. On voit la ligne B qui part directement de la plèvre. Et ça va définir des lignes B régulières, comme on peut voir généralement dans des pathologies non inflammatoires, comme un œdème pulmonaire cardiogénique. Un œdème pulmonaire cardiogénique va avoir d'autres caractéristiques qui vont nous aider également. Ça va être un œdème généralement qui est symétrique, des fois un peu plus à gauche qu'à droite, et qui va avoir tendance à s'aggraver plus on arrive dans les zones dépendantes des poumons. Donc ici, c'est un exemple encore de ligne B régulière, mais avec une zone linéaire. Donc on est capable de très bien voir notre plèvre qui nous semble très très lisse, mais qui génère des lignes B. Ici, on voit encore une fois des lignes B, mais on voit que la plèvre est moins bien définie. Il y a peut-être un peu d'hypoéchogénicité en sous-pleural. Et ça va témoigner de lignes B irrégulières, comme on peut le trouver dans des pathologies qui sont plus inflammatoires, comme des pneumonies, comme des pneumonites d'aspiration chimique, comme des fibroses pulmonaires, etc., etc. Donc, encore une fois, un exemple avec une sonde linéaire pour avoir une meilleure définition de la plèvre. On voit des lignes B, mais avec une plèvre qui a des grosses hypoéchogénicités avant de générer la ligne B, qui nous témoigne d'une pathologie plus inflammatoire au niveau de la plèvre. Des fois, on va nommer ces entités-là des consolidations sous-pleurales. Donc, juste pour vous montrer la différence, à gauche, des lignes B régulières et à droite, des lignes B irrégulières. Quand on parle de irrégulier, justement, on parle surtout de l'aspect de la plèvre juste au-dessus ou à la zone de la genèse de la ligne B. Ici, on voit encore des lignes B avec une plèvre qui est régulière, mais les lignes B sont très épaisses. Et ça que ça va témoigner, c'est que la densité de la maladie dans les septa interlobulaires est plus importante. Donc, ça témoigne juste que la maladie est pire. On va parler ici de ligne B quasi confluente. Et comme tout dans la vie, ça peut s'aggraver encore plus et on peut arriver à des lignes B qui sont juste carrément confluentes si la charge de maladie dans les septants interlobulaires devient pire. Fait que comme ici, c'était un patient qui avait un œdème pulmonaire cardiogénique, mais très, très, très important. Fait ici, c'est des lignes B carrément confluentes. Fait que ça, c'est les artefacts qu'on vient de réviser, les lignes A, les lignes B, glissement, non-glissement pleural. Ça va être des choses qu'on va regarder surtout dans les zones pulmonaires antérieures. Maintenant, on va regarder des structures plus profondes dans notre angle costophénique en mi-axillaire et
sur notre ligne axillaire postérieure. Donc maintenant, vu qu'on parle de regarder des structures plus profondes, on va vouloir utiliser soit la sonde sectorielle ou la sonde curvilinéaire. Donc, on va en parler. Ça va être important de bien, encore une fois, cadrer notre image. Et maintenant, quand on parle de cadrer notre image, on veut s'assurer que ce qu'on est en train d'imager est réellement dans le thorax et non en infradiaphragmatique. Et pour ce faire, ce qui va être important, c'est de repérer le diaphragme. Généralement, les structures qu'on va vouloir imager vont être plus profondes. Donc, pour bien les imager, il va falloir augmenter la profondeur, généralement au moins à 15 cm ou jusqu'à temps que vous êtes capable de voir le fond de l'organe que vous êtes en train d'imager. Donc, ici, on va parler du signe du voile. On voit ici le foie. On voit une partie du diaphragme. On voit qu'à l'inspiration, des lignes A apparaissent et font disparaître le foie comme un voile qui va nous empêcher de voir plus loin. Et ça, généralement, ça va témoigner de la présence de l'air encore en sous-pleural, avec généralement un profil pulmonaire qui va être normal. Encore une fois, ici, un signe du voile où on a notre foie, notre diaphragme et à l'inspiration, cette fois-ci, on va voir les lignes B qui sont en train d'apparaître. Ici, on a encore une fois notre diaphragme. On a un organe solide qui est supradiaphragmatique. Donc, dans ce cas-ci, un poumon qui est devenu avec une densité tissulaire, donc forcément anormale. On va parler ici d'une consolidation ou d'une hépatisation du poumon. Ici, encore une fois, une consolidation pulmonaire, on a notre diaphragme. On voit que le poumon a une densité tissulaire et après ça, il y a une interface ici qui est vraiment mal définie, pas très claire, qui donne quelque chose qui ressemble à des lignes B en profond. On appelle ça en anglais le shred sign et c'est généré par un autre type d'artefact qui est un artefact de résonance. L'artefact de résonance, c'est quoi? Encore une fois, on a des ultrasons qui vont arriver dans une zone de poumon malade. Cette fois-ci, cette zone est entourée de petites bulles d'air. Et ce que ça va faire, c'est que les ultrasons deviennent piégés et ça fait résonner ou vibrer la petite zone tissulaire, la petite zone liquidienne au niveau du poumon. Et cette résonance, cette vibration-là va générer de façon constante des ultrasons qui vont être réfléchis jusqu'à la sonde et vont produire des lignes blanches relativement verticales, qui peuvent ressembler à des lignes B, mais qui ne sont pas tout à fait la même chose. Vu que ça témoigne de l'interface entre un poumon qui est de densité tissulaire et de l'air, ça va vouloir dire que justement la maladie ne se rend pas jusque dans le fond du poumon, fait que ça va témoigner d'une consolidation qui est dite non translobaire. Donc, juste pour vous démontrer la différence entre le shred sign, qui va commencer à partir d'un poumon avec une densité tissulaire et nos lignes B qui vont commencer à la plèvre et qui vont vraiment suivre le mouvement pleural. Donc, un autre signe, le signe de la colonne. Fait que normalement, si votre poumon est aéré, vous ne devriez pas être capable de voir jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, si vous êtes capable de voir jusqu'à la colonne vertébrale, ici, les lignes blanches avec des espaces interépineux qu'on peut voir ici, ça veut dire forcément que vous avez une consolidation translobaire qui se rend jusqu'au niveau de la colonne. Encore une fois, juste pour bien définir nos images, on a un organe solide ici à droite qui est le foie, notre diaphragme et notre poumon ici qui est consolidé. Donc ici, on peut voir qu'il y a des petits points blancs au sein du poumon qui sont en train de bouger au fur et à mesure que le poumon il bouge. Ces petits points blancs-là sont de l'air. Donc on parle de bronchogramme aérien. Comme on le voit ici, ils sont capables de bouger, mais on voit juste qu'ils bougent parce que le poumon bouge. Dans ce contexte-là, on va parler de bronchogrammes aériens qui sont statiques, qui sont à distinguer de ces bronchogrammes aériens ici, où on voit vraiment le flot de l'air au sein du poumon. Fait qu'on voit un mouvement d'air dans un poumon qui a une densité tissulaire. Normalement, si l'air se rend dans le poumon ne devrait pas avoir une densité tissulaire, il devrait être gonflé. On voit ça généralement si le patient est en train de souffrir d'une pneumonie. Ici, on voit une image qui est un peu spéciale. On voit notre foie, on voit notre diaphragme,
On a l'impression de voir une densité tissulaire en supradiaphragmatique, mais est un peu bizarre. Puis ici, on a un autre exemple encore plus bizarre où on a notre foie, on a notre veine cave inférieure, on a notre diaphragme. On a l'impression qu'il y a un organe solide en supradiaphragmatique, mais là on voit comme une genre de ligne B qui est en train de partir du diaphragme. Puis l'organe solide qu'on voit au-dessus du diaphragme ressemble drôlement au foie. Et la raison, c'est que c'est le foie. Et la raison qu'on voit le foie ou qu'on a l'impression de voir le foie en supradiaphragmatique, c'est à cause d'un autre type d'artefact qui s'appelle l'artefact de l'image miroir. Donc, c'est quoi un artefact en image miroir? Comme on a dit, normalement, les ultrasons vont quitter notre sonde, vont aller frapper un organe, vont être réfléchis, vont retourner à la sonde, vont être interprétés et ça va générer une image. Mais des fois, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir ce premier faisceau qui frappe notre organe solide, qui revient à la sonde, mais une partie du faisceau écho va aller plus profond à l'organe et peut être réfléchi par une autre structure. Fait que quelque chose qui est un réflecteur fort, et souvent en échographie pulmonaire, ce réflecteur fort-là va être le diaphragme. Ça va réfléchir le faisceau écho qui va retourner à notre organe solide et qui peut retourner les faisceaux écho encore une fois sur notre réflecteur pour enfin retourner vers notre sonde et être interprété. Et vu que forcément c'était beaucoup plus long pour ces faisceaux échos-là de retourner à la sonde, la machine va interpréter ça comme s'il y avait un organe qui était plus profond que le réel organe, et ça va nous donner une image miroir de l'organe qui vient d'être imagé. Fait que souvent, c'est le genre d'artefact qu'on va voir particulièrement avec le foie. Donc, on revoit encore notre image. Fait que des indices que c'est effectivement une image miroir, ben l'image va être bizarre. Ça va ressembler, l'image miroir va ressembler au premier organe qu'on a imagé. Ici, on voit un exemple où c'est un peu plus clair. Donc, on a notre diaphragme, on a notre foie, on a notre rein. Ici, on voit comme un peu le foie, puis même le rein qui semble être en intrathoracique. Souvent, les artefacts en image miroir vont s'atténuer ou vont même disparaître si on change notre localisation de la sonde sur le patient ou en modifiant un peu l'angle d'insonorisation. Donc, encore une fois, une image un peu moins claire, mais un autre exemple d'image miroir. Fait que juste important parce que ça peut être assez facile de confondre cette image-là avec un signe de densité tissulaire au niveau du poumon. Donc, un autre signe qui va vous aider à distinguer l'image miroir d'une vraie consolidation, c'est ça qu'on voit ici. Fait que comme on disait, normalement, vous ne devez pas être capable de voir la colonne de votre patient, puis c'est exactement ça qu'on voit ici. On va appeler ça le signe de la colonne ou le spine sign en anglais, et ça va témoigner d'une réelle consolidation au niveau du poumon. Ici, je pense que plusieurs d'entre vous vont reconnaître une pathologie qu'on voit fréquemment en échographie pulmonaire, l'épanchement pleural. Donc, on a notre organe solide ici, qui est infradiaphragmatique, on a notre diaphragme, et on voit un espace hypoanéchogène dans lequel semble flotter et ballotter un organe solide. Donc, c'est un épanchement pleural dans lequel le poumon est en train de flotter. Ici, on peut voir le poumon qui ballotte dans le liquide comme s'il était en train de nager dans le liquide, comme un jellyfish en anglais ou en français une méduse. Donc, on appelle ça le signe de la méduse, donc le poumon qui se promène dans le liquide, qui est un autre signe d'épanchement pleural. Ici, on a un petit épanchement pleural, donc généralement un épanchement pleural qui va mesurer en bas de 2,5 cm. Ici, un épanchement pleural qui est plutôt modéré ou moyen. On va parler dans 2,5 et 5 cm entre l'espace sous-pleural et le poumon, donc la grosseur de l'épanchement. Et ici, on voit un épanchement pleural qui est important, où la distance entre l'espace pleural et le poumon va être d'au moins 5 cm. Les mesures plus précises pour essayer d'estimer le volume d'un épanchement pleural dépasse les objectifs de la présentation aujourd'hui, mais il y a quand même beaucoup de littérature intéressante sur ça.
essayer d'estimer le volume d'un épanchement pleural et décider est-ce que ça peut valoir la peine de faire une ponction thérapeutique pour aider votre patient. Donc, on peut se poser la question, lorsqu'on voit un épanchement pleural et un poumon qui est consolidé, bien, est-ce que le poumon est consolidé à cause de l'épanchement pleural ou parce que le poumon est consolidé, on a un épanchement pleural qui se produit de façon passive? Généralement, le truc pour le savoir, c'est si l'épanchement est plus gros que la zone consolidée de poumon, l'épanchement est probablement en train de contribuer au moins partiellement à la téléctasie. Alors que si la téléctasie est beaucoup plus grande ou beaucoup plus importante que l'épanchement pleural, probablement que ce n'est pas la faute de l'épanchement que le poumon est atélectatique. Donc ici, on a encore une fois un épanchement pleural assez standard, fait que vraiment anéchogène, c'est juste du noir qu'on est capable de voir. Ici, on voit un épanchement pleural qui est beaucoup plus cellulaire, et même on peut voir là, quasiment les cellules en train de se promener dans l'épanchement pleural. Le fait qu'on voit de la complexité dans l'épanchement pleural va nous suggérer qu'on fait face ici à un exudat, donc un épanchement pleural qui est complexe. Ici, on voit encore une fois un épanchement pleural avec une petite affaire qui a l'air d'être en train de flotter à l'intérieur. On parle ici, quand on zoome un petit peu plus, signe du plancton, fait comme si on avait un petit plancton qui nageait dans la mer, qui est l'épanchement pleural. Encore une fois, ça va suggérer une cause complexe ou une cause exudative à notre épanchement pleural. Ici, on voit une image quand même assez complexe d'une pneumonie avec un empyème. Donc, une des raisons pourquoi c'est très important de bien définir notre diaphragme, c'est que ça soit facile de penser que notre diaphragme se situe ici, sous le poumon, mais finalement, c'était juste une grosse poche de pus avec notre réel diaphragme déformé et notre foie qui se situe plus profond à la maladie intrathoracique. Ici, on a un exemple d'un poumon au-dessus du diaphragme qui a une densité tissulaire et très hétérogène dans le champ profond avec un épanchement pleural et de la fibrine importante. Donc, ce patient-ci souffrait d'une pneumonie nécrosante avec un empyème secondaire. Le patient qui était bactériémique à staph et bien malade. Ici, on voit encore une fois notre diaphragme, un poumon qui est consolidé, un espace anéchogène, une espèce de densité triangulaire qui semble attacher le poumon au diaphragme. Des fois, ça peut nous faire penser qu'il y a un épanchement complexe, mais dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appelle le ligament pulmonaire. Fait que c'est vraiment juste un ligament qui attache le poumon au diaphragme. Fait que quelque chose d'important à savoir avant de conclure que le patient souffre d'un épanchement complexe. Donc, comme n'importe quelle modalité de diagnostic, une fois que vous allez avoir produit vos images, insonorisé vos poumons, ça va être important d'utiliser les trouvailles que vous avez eues, de les intégrer ensemble pour essayer d'arriver au diagnostic le plus précis. Ça, c'est un algorithme dans un des premiers papiers sur l'utilité de l'échographie pulmonaire chez les patients avec une détresse respiratoire aux soins intensifs, qui va vous permettre justement d'intégrer vos trouvailles. Fait quelques exemples, un patient qui a un glissement pulmonaire présent avec un profil de ligne B, surtout si ce profil B est symétrique et devient de pire en pire, plus on devient dans les zones dépendantes du poumon, va suggérer un œdème pulmonaire cardiogénique. Si on avait le même profil, mais avec des lignes B qui sont irrégulières et distribuées de façon hétérogène, à ce moment-là, on pourrait penser à un œdème pulmonaire non cardiogénique, donc dans le bon contexte clinique, possiblement un ARDS. Si votre patient est en détresse respiratoire, puis vous voyez un profil pulmonaire qui semble normal, avec des lignes A diffusément, ben, ça peut suggérer différentes choses. Ça peut suggérer que c'est une maladie vasculaire pulmonaire comme une embolie pulmonaire. À ce moment-là, vous allez peut-être vouloir faire un examen du cœur du patient ou un examen au niveau des veines profondes.
Si vous voyez qu'il n'y a pas de trouvailles qui sont suggestives d'une embolie pulmonaire, comme une absence de thrombophlébite profonde ou une absence de stress sur le ventricule droit, à ce moment-là, vous allez peut-être penser à une maladie obstructive pulmonaire comme une crise d'asthme ou un emphysème, etc. Si vous voyez un profil asymétrique, fait que des lignes B juste d'un côté, ou une consolidation flanche asymétrique, ça va vous suggérer une pneumonie. Si vous voyez que le poumon bouge pas bien, mais qu'il y a des lignes B, encore plus des lignes B irrégulières, ça va vous suggérer quelque chose d'infectieux comme une pneumonie. Si vous voyez les lignes A avec un point pulmonaire, ça va vous suggérer un pneumothorax. Et encore là, le contexte clinique va vous aider. Si vous venez d'essayer de mettre une voie centrale en sous-clavier et c'est votre première fois, et le patient développe une détresse respiratoire par la suite, la probabilité pré-test, pré-imagerie d'un pneumothorax est quand même assez élevée. Donc, il faut utiliser l'ensemble des informations cliniques à notre disposition pour essayer d'arriver au meilleur diagnostic possible pour notre patient. Donc, en conclusion, j'ai parlé longtemps. Cela étant dit, il reste qu'on a 5 trouvailles principales des lignes A avec ou sans glissement pulmonaire, ligne B, consolidation pulmonaire, épanchement pleural. On peut vraiment rentrer dans des détails très, très fins de chacune de ces trouvailles-là, mais à la base, c'est les 5 profils pulmonaires qu'on va avoir. Généralement, on va utiliser 4 points de dépistage sur chaque plage pulmonaire pour avoir une idée de l'ensemble de ce qui se passe au niveau des poumons du patient. Et par la suite, on intègre nos trouvailles et la grande majorité du temps chez nos patients, ça va nous permettre d'arriver à des diagnostics qui sont précis et qu'on est capable d'obtenir de façon rapide sans avoir à mobiliser, sans mettre notre patient à risque lors d'un transport médical. Donc, quelques ressources complémentaires, puis vous pouvez dépasser largement les ressources que je suggère ici. Il y a énormément de littérature sur l'utilité et les façons d'utiliser l'échographie pulmonaire dans plein de contextes cliniques, que ce soit en insuffisance cardiaque, au diagnostic, pour titrer la médication avant le congé, en insuffisance respiratoire, post-opératoire, en clinique préopératoire, etc., etc. Fait allez-y.